Après une dispute tendue avec ma belle-mère, qui m'a sévèrement critiqué sur mes qualifications et ma situation financière, la situation a soudainement dégénéré lorsqu'elle m'a jeté de l'eau chaude dessus. Cet acte choquant et injustifié aurait pu causer de graves blessures, mais heureusement, j'en suis sortie indemne. J'étais abasourdie par son comportement extrême, d'autant plus que c'était mon mari, Eric, qui était au chômage, et non moi. Ces actions irrationnelles avaient accumulé en moi du ressentiment jusqu'au point de rupture. J'ai décidé de partir, déclarant fermement, « Si c'est ainsi que tu te sens, je n'ai pas d'autre choix que de partir. » À ma grande surprise, ma belle-mère semblait presque satisfaite de ma décision, sans montrer aucun remords. Incapable de tolérer davantage cet environnement toxique, j'ai choisi de retourner chez mes parents. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais la principale responsable du soutien financier de la maison, gagnant environ 41 000 $ par mois. Malgré la pression pour partir, j'étais confiante dans ma capacité à subvenir à mes besoins de manière indépendante. Eric et moi nous sommes rencontrés à l'université, où nous étudions tous les deux l'économie avec l'ambition de faire carrière dans le secteur financier. Après avoir décroché des emplois dans différentes sociétés de courtage, Eric m'a demandé en mariage, et j'ai accepté avec enthousiasme, impatiente de notre avenir ensemble. Cependant, nos plans ont changé de manière inattendue lorsqu'Eric m'a demandé de quitter mon emploi et de déménager avec lui et sa mère pour lui tenir compagnie après la mort de son père. Malgré mes réticences initiales, j'ai accepté, espérant que ce ne serait pas trop difficile. Après les récents événements, je regrettais profondément ma décision et j'ai décidé de ne plus jamais aider ma belle-mère, même si elle devait faire face à des difficultés financières. Eric était devenu le seul compagnon de sa mère après la mort de son père, lorsqu'il était au collège. En tant que fils unique, il se souciait profondément du bien-être de sa mère, ce que je comprenais et respectais. Par conséquent, j'ai accepté de déménager dans la maison familiale d'Eric 3 semaines plus tard. Au début, ma belle-mère semblait ravie de retrouver son fils, mais son attitude changea radicalement. Son regard froid et peu accueillant montrait clairement qu'elle ne m'approuvait pas. Bien que je me sente indésirable, j'essayais de garder une attitude positive, ignorant ses murmures à peine audibles, peut-être parlait-il de moi, peut-être pas. Je préférais ignorer. Vivre avec elle s'est rapidement révélé plus difficile que je ne l'avais imaginé. Un matin, elle m'a réveillée brusquement avec sa voix forte, exigeant le petit déjeuner à 5 heures du matin. Sa justification, « Ne reste pas allongée à ne rien faire parce que tu ne travailles pas », m'a-t-elle réprimandé d'un ton sévère. Bien que l'heure me paraisse absurde, je n'ai pas discuté et je me suis mise à préparer le repas. Pendant que je supportais ces critiques incessantes sur ma lenteur et mon efficacité, le petit déjeuner, qui semblait avoir pris une éternité, mais n'avait duré que 25 minutes, était enfin prêt. Je me suis excusée pour le retard, mais je n'ai reçu en retour que d'autres plaintes concernant le temps que j'avais pris. Sa prochaine plainte portait sur la soupe, qu'elle trouvait trop salée, bien que je ne l'ai pas vraiment trouvée ainsi. Selon elle, ma cuisine était une attaque délibérée contre sa santé. Tu insinues qu'il y a quelque chose qui cloche avec mon palais? Tu essaies de me tuer avec ces repas trop salés, m'a-t-elle accusée. Choquée par ces paroles dures, j'ai commencé à m'interroger sur ses motivations, une curiosité mêlée d'inquiétude grandissant en moi. Finalement, je lui ai demandé, « Pourquoi es-tu si dur avec moi? Que se passe-t-il? De quoi parles-tu? » Je ne pense pas être dure, a-t-elle rétorqué. Tu essaies de me faire passer pour la méchante, a-t-elle ajouté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sa réponse ne faisait que m'accabler davantage sous la pression constante. Termine de manger et commence à nettoyer. Après cela, il y a du linge à laver. Pas de temps pour te reposer, ordonna-t-elle. À partir de ce moment, chaque jour est devenu un torrent implacable de critiques et de tâches qui m'épuisaient tant mentalement que physiquement. Pendant que je nettoyais, elle pointait la saleté dans les coins, lorsque je faisais la lessive, elle se plaignait des tâches difficiles. Après environ un mois dans cette routine, je sentais que j'arrivais à ma limite et j'ai décidé d'en parler à Eric. Ça concerne ta mère, ai-je commencé, hésitante. Elle a été très critique tous les jours, et cela devient difficile pour moi. Pourrais-tu, s'il te plaît, lui demander de se calmer un peu? La réponse d'Eric fut étonnamment inexistante, ce qui m'a d'abord irritée, mais j'ai alors remarqué qu'il semblait anormalement pâle,
comme s'il portait un fardeau significatif. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose, ai-je demandé. Après une pause, Eric a révélé, hésitant, en fait, j'ai été licencié de l'entreprise. J'étais stupéfaite, incapable de comprendre immédiatement ses paroles. Est-ce que c'est une blague? Non, a expliqué Eric. En raison d'une récession économique, l'entreprise a dû réduire ses effectifs, et j'ai été licencié. Alors, tu seras sans emploi à partir de demain, ai-je demandé. Eh bien, je peux encore travailler pendant un mois après avoir reçu l'avis de licenciement, a-t-il répondu. Je l'ai réconforté en lui disant, j'ai utilisé mes connaissances acquises lorsque je travaillais dans la société de courtage pour négocier des actions. Bien que cela ait été difficile au début, je gagne maintenant environ 41 000 $ par mois, donc nous ne sommes pas en difficulté financière. À partir du lendemain, j'ai continué à supporter le traitement sévère de ma belle-mère pendant qu'Eric était sans travail. Sentant la nécessité d'être forte et de le soutenir, j'ai fait face à cette situation difficile. Un mois plus tard, le chômage officiel d'Eric nous a affectés tous les deux. Au début, il a fait un effort pour chercher du travail, mais il a rapidement commencé à passer la plupart de son temps à la maison, trouvant des excuses au lieu de faire des progrès. Tu ne devrais pas commencer à chercher un emploi plus sérieusement, ai-je suggéré, espérant le motiver à trouver une nouvelle voie. Je cherche, mais c'est difficile de trouver une bonne entreprise qui me convienne, a répondu Eric comme s'il n'y avait ni urgence ni réelle intention de trouver un nouveau travail de sitôt. À contre-séure, j'ai continué à être la principale pourvoyeuse. Au fil du temps, la sévérité de ma belle-mère ne faisait que s'intensifier, me laissant de plus en plus épuisée. Au début, je me disais qu'il fallait que je tienne bon, car Eric était sans emploi, mais avec le temps, cette justification n'avait plus de sens. Mes journées ont commencé à devenir une brume d'apathie. Un matin, Eric est sorti de la maison tôt, peut-être pour commencer enfin une recherche sérieuse d'emploi. Après son départ, j'ai commencé mes tâches habituelles. Assure-toi de bien nettoyer, fais-le correctement, grogna ma belle-mère depuis son canapé dans le salon, en buvant son café et lançant des commentaires sarcastiques dans ma direction. Fatiguée, j'ai choisi de l'ignorer. Soudain, elle a perdu patience et a crié, « Comment oses-tu m'ignorer? Tu n'es qu'une simple belle-fille sans emploi. » J'ai continué à nettoyer, essayant de bloquer ses paroles dures, mais sa colère n'a fait que croître. Elle m'a de nouveau confrontée en criant, « Des gens sans travail et sans éducation comme toi devraient quitter cette maison. » Dans sa rage, elle a jeté l'eau chaude qu'elle avait préparée pour son café sur moi. « C'est chaud, arrête, s'il te plaît, ai-je crié, choquée par son agression soudaine. Heureusement, l'eau n'était pas bouillante, j'ai donc évité des brûlures graves, mais la situation aurait pu être désastreuse. Avec un sourire froid et sans émotion, elle a déclaré d'une voix venimeuse, « C'est ce que je dis depuis toujours. Si tu ne travailles pas, quitte cette maison. » Épuisée par son hostilité incessante, j'ai lutté pour garder mon calme. Je sentais que je n'avais pas d'autre choix que de satisfaire sa demande. « Très bien, je vais partir, ai-je dit. »« Parfait, ça simplifie les choses. »« Pars vite, a-t-elle répondu froidement. J'ai rapidement fait mes valises et j'ai décidé de partir ce jour-là même, ne voulant plus supporter un seul instant dans un environnement aussi toxique. Je suis allée directement chez mes parents. À mon arrivée, mes parents ont été surpris de me voir soudainement, mais ils m'ont accueilli chaleureusement. J'attendais un appel d'Eric, mais il n'est jamais venu. Aucun coup de téléphone, aucun message. Me sentant isolée, j'ai décidé de ne pas le contacter tant qu'il ne le ferait pas lui-même. Un mois s'est écoulé depuis mon retour chez mes parents, et toujours aucune nouvelle d'Eric. Mon attachement pour lui a commencé à s'estomper, et je me suis mise à envisager le divorce. Puis, un matin de bonne heure, la sonnette a retenti de manière inattendue. En regardant le moniteur, j'ai été stupéfaite de voir Eric et ma belle-mère devant la porte. Que peut-il bien se passer maintenant, ai-je murmuré pour moi-même, perplexe face à leur apparition soudaine après tout ce temps. Oui, que puis-je faire pour vous, ai-je demandé par l'interphone. Je t'ai pardonné, rentre à la maison tout de suite, a crié ma belle-mère, avec sa voix aussi rude que d'habitude. Tu m'as pardonné? De quoi parles-tu, ai-je répondu, déconcertée. Je n'avais rien fait qui nécessitait son pardon.
Après avoir exprimé ma confusion, j'ai coupé la conversation à l'interphone, bouillonnant de frustration face à son attitude présomptueuse. Cependant, ils ne sont pas partis. Au lieu de cela, ils ont commencé à frapper violemment à la porte d'entrée. Ne coupe pas l'interphone. Rentre à la maison, a crié ma belle-mère, sa voix résonnant avec urgence et irritation. Inquiète que leur présence bruyante dérange le voisinage, j'ai ressenti une vague d'anxiété face à leur insistance implacable. À contre-séhure, j'ai ouvert la porte et les ai invités à entrer. Après les avoir installés sur le canapé du salon, je leur ai demandé la raison de cette visite soudaine et inattendue. C'était particulièrement déconcertant, car c'était ma belle-mère qui m'avait poussé à partir, et maintenant elle me demandait de revenir. Toute cette situation était confuse. Tu m'as toi-même mise dehors. Il n'y a aucun moyen que je revienne maintenant, j'affirmais fermement, ma frustration étant palpable. Ma belle-mère m'a accusée d'être immature et a affirmé qu'elle m'avait déjà pardonné, insistant pour que je revienne et reste chez elle. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle permettrait à une personne sans emploi et sans éducation comme moi de vivre là-bas. Mais je ne suis pas celle qui est sans emploi, c'est Eric, ai-je rétorqué, espérant clarifier la situation. Si je reviens, tu vas juste profiter de moi tous les jours. Je ne travaille peut-être pas en ce moment, mais qu'en est-il de ton fils ? Eric semblait surpris par cette révélation, et ma belle-mère avait l'air confuse, indiquant qu'Eric ne l'avait pas informé de sa perte d'emploi. Sous pression, Eric a finalement admis qu'il avait été licencié de son entreprise. S'en sont suivies des excuses et des explications, Eric essayant de justifier son silence en disant qu'il dépendait de mes revenus pour assurer la stabilité financière. Ma belle-mère, choquée par la nouvelle, a exprimé sa colère contre Eric pour ne pas avoir encore trouvé un emploi. « Pourquoi tu as gardé ça pour toi ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» l'a-t-elle réprimandé. Eric lui a assuré que mes revenus suffiraient pour le moment, ce qui a poussé ma belle-mère à le traiter d'inutile pour ne pas chercher activement un emploi. Fatiguée des excuses d'Eric et de toute la situation, je ne pouvais pas croire qu'il s'attendait à ce que je revienne simplement et fasse comme si rien ne s'était passé. Lorsque ma belle-mère a suggéré que je revienne, j'ai refusé fermement, étant donné tout le mal que j'avais subi. La visite inattendue s'est rapidement transformée en une dispute animée, surtout lorsque la vérité sur l'acte choquant de ma belle-mère, qui m'avait jeté de l'eau bouillante, a été révélée. Eric, horrifié en apprenant cet incident, a confronté sa mère. « Pourquoi as-tu fait ça ?» lui a-t-il demandé. Elle a avoué, attribuant ses actions à ma soi-disant négligence. Cette révélation a déclenché une vive dispute entre Eric et sa mère, me forçant à intervenir. J'ai suggéré qu'ils poursuivent leur querelle chez eux, soulignant l'inconfort que leur dispute causait dans un espace qui n'était pas le leur. Cela a immédiatement changé leur attitude, le duo auparavant autoritaire et dominateur en est venu à supplier, implorant que je revienne, en promettant de ne plus causer de problème. Cependant, je me suis vite rendu compte que leur garantie était creuse. La promesse d'Eric de trouver un emploi semblait insincère, et le serment de ma belle-mère de ne plus poser de problème sonnait tout aussi peu fiable. J'ai exprimé mes doutes, soulignant que leur promesse semblait vide et qu'ils finiraient probablement par profiter de moi à nouveau. Leur silence en réponse n'a fait que confirmer mes soupçons. Les laissant dans le salon, je suis montée dans ma chambre pour organiser mes pensées. Lorsque je suis revenue 10 minutes plus tard, ils étaient toujours assis en silence, la tête basse, comme s'ils réfléchissaient à la situation. Frustrée par le silence, j'ai brisé la glace. « Combien de temps comptez-vous rester silencieux ? » Pour moi, cela n'a plus d'importance. Au lieu d'attendre une réponse verbale, j'ai pris une décision radicale. J'ai remis à Eric un document que j'avais déjà préparé à l'avance, un formulaire de divorce pré-rempli avec ma signature. Eric regarda le document complètement confus et surpris. « C'est un formulaire de divorce », ai-je dit froidement. Je suis fatiguée d'être avec quelqu'un qui ne cherche pas de travail et qui n'a même pas pris la peine de me contacter quand je suis retournée chez mes parents. Ne fais pas ça, c'est trop soudain, protesta-t-il, mais son entêtement ne fit qu'accentuer mon irritation. Il était évident qu'il ne comprenait pas que ses actions étaient à la base de nos problèmes conjugaux. Impassible face à ses supplications, je suis restée ferme dans ma décision. J'étais prête à tourner la page, libérée de la tourmente qui avait obscurci ma vie pendant trop longtemps. Ma décision de divorcer d'Eric était définitive,
et rien de ce qu'il dirait ne changerait cela. Toujours sous le choc, Eric me demanda si le divorce n'était pas une mesure trop extrême. Je répondis fermement et sans hésitation, je ne pense pas. C'est aussi de ta faute. J'adressai la même fermeté à ma belle-mère, qui avait également contribué à la situation. Résigné, Eric signa les papiers du divorce, me prévenant que je pourrais regretter cette décision. Cependant, je ressentis un profond soulagement et lui confiai que celui qui regretterait serait lui, pas moi. Je vais déposer les papiers du divorce. Je ne veux aucune compensation. Rentrez simplement chez vous, ai-je conclu, mettant fin à ma relation avec Eric. Bien que cela puisse sembler une décision dure, m'éloigner était nécessaire pour échapper au harcèlement incessant de ma belle-mère et au fardeau du chômage d'Eric. 3 semaines plus tard, alors que je profitais d'une journée paisible chez mes parents, je reçus un appel inattendu de mon ex-belle-mère. Elle m'informa que l'électricité et le gaz de sa maison avaient été coupés et insinua que j'en étais responsable. Je lui expliquai que, depuis le divorce, j'avais cessé de couvrir les dépenses d'Eric et d'elle. Désespérée, elle me demanda de payer juste pour ce mois-là. Étant donné que nous n'étions plus liés et que je ne vivais plus là-bas, je trouvais cette demande absurde et refusai fermement. Je lui suggérai de demander de l'aide à Eric, après tout, il avait promis de trouver un emploi. Incapable d'accepter mon refus, elle me supplia de l'aider, en jouant la carte de elle, ex-belle-mère. Je suis restée résolue, terminant l'appel et bloquant son numéro pour éviter tout autre contact. Finalement, j'ai coupé les liens avec ma belle-mère, qui me harcelait, ainsi qu'avec Eric, qui s'était montré inefficace et peu fiable. La vie chez mes parents est devenue paisible, un contraste net avec les temps tumultueux que j'avais laissés derrière moi. J'ai commencé à profiter d'un nouveau sentiment de tranquillité et de liberté, soulagé d'avoir quitté un environnement aussi toxique. Quelques mois après avoir clôturé ce chapitre tumultueux, je me retrouvais en vacances, vérifiant des graphiques boursiers et savourant la paix de ma nouvelle routine. C'est alors que j'ai reçu un message inattendu d'Eric. Il s'excusait pour tout, reconnaissait sa dépendance passée à mon égard et mentionnait son nouvel emploi dans une usine. Malgré ces excuses, je ne ressentais aucun désir de me reconnecter à cette partie de ma vie. Eric évoqua également le comportement toujours sévère de sa mère et exprima le souhait que je revienne. En lisant son message, j'étais convaincue que la réconciliation était hors de question et j'ai décidé de bloquer le numéro d'Eric, choisissant ainsi de fermer définitivement cette porte. 8 mois après le divorce, ma vie prit une tournure plus positive lorsqu'un ami me présenta un nouvel homme. Il était fiable, me traitait avec respect, malgré la différence d'âge, nous avions une forte connexion. Bien que nous ne précipitions pas le mariage, j'appréciais les moments heureux que nous partagions. Il apportait une joie et une stabilité que je n'avais pas ressenties depuis longtemps, me permettant de me concentrer sur le présent et de laisser le passé chaotique derrière moi. Avec lui, j'ai commencé à véritablement reconstruire ma vie, en appréciant chaque jour et en regardant vers l'avenir avec optimisme.